Après avoir reçu le certificat de divorce. J'ai fait mes bagages pendant la nuit et j'ai quitté le pays. Le lendemain, mon mari PDG depuis 2 ans, qui n'avait jamais partagé mon lit, a amené son assistante au bureau. Lorsqu'il a vu ma lettre de démission sur le bureau, il a fondu en larmes. Les RH se sont figés et ont dit « N'avez-vous pas dit que vous ne la connaissiez pas ?» Prologue. Au moment où le décret de divorce est tombé dans ma main, mes doigts se sont serrés autour du dossier rouge vif avant que je ne puisse m'en empêcher. Le coin pointu s'est enfoncé dans ma paume, assez fort pour me faire mal. De l'autre côté du bureau en acajou poli, Adrien Grant semblait aussi imperturbable que jamais. On n'aurait pas dit que nous venions de mettre fin à un mariage de 2 ans. On aurait dit que nous venions de fermer un dossier commercial mineur. Il a jeté un coup d'œil à la Patek Philippe à son poignet. La montre que je lui avais achetée pour notre premier anniversaire. Sa voix était plate, nette et froide. « Evelyne, vous avez lu les termes. Le Pantouse de Riverglade est à vous. Le règlement est de 5 millions. Nous sommes quittes. » J'ai hoché la tête, dézippé le bagage à main à mes pieds et sorti un petit étui en velours. Vos affaires. À l'intérieur se trouvait la montre et l'alliance pour homme qu'il n'avait jamais portée. Pour la première fois cet après-midi-là, un léger pli est apparu entre ses sourcils. Il semblait ne pas s'attendre à ce que je les lui rende. Ce n'est pas nécessaire. Ça l'est. Ai-je dit en croisant son regard. Vous l'avez dit vous-même. Nous sommes quittes. Il n'a pas discuté. Il a jeté l'étui en velours dans le tiroir aussi désinvolte que s'il jetait un vieux reçu. Puisque les formalités sont faites, je vais y aller. J'ai une réunion. Il s'est levé, a ajusté sa veste de costume et a traversé la pièce sans un seul pli dans son expression. Adrien Grant était toujours impeccable, toujours convenable, toujours si lointain. À la porte, il s'est arrêté. Il s'est retourné et m'a regardé. Pendant 2 ans, j'avais rarement vu autre chose dans ses yeux que de l'impatience, de l'obligation et de l'indifférence. Cette fois, il y avait autre chose. Pas de regret, pas de tendresse, peut-être de l'incertitude. Que allez-vous faire maintenant ? A-t-il demandé. J'ai souri. Mais mon sourire n'a pas atteint mes yeux. Ce n'est plus votre problème. M. Grant. La porte s'est refermée derrière lui. Pendant un long moment, je suis resté debout dans la pièce silencieuse et j'ai respiré. Le rocher qui me pressait la poitrine depuis 2 ans a enfin bougé. En bas, sa Bentley noire s'est éloignée du trottoir et a disparu dans la circulation. 2 ans de mariage, 2 ans sous le même toit. 2 ans sans partager un lit. Nous étions moins mari et femme que 2 inconnus louant des étages séparés de la même belle prison. Je vivais au 2e étage. Il vivait au 3e. À part des dîners du samedi soir dans le domaine de la famille Grant pour rassurer son grand-père, nous n'avions presque aucun point commun. Il avait sa brillante assistante, Bianca Lane, pour l'accompagner tard le soir. Lors des voyages d'affaires, des réceptions et des réunions de stratégie. J'étais la femme silencieuse du Pantouse. L'épouse sur le papier qu'il avait utilisé pour apaiser le dernier vœu d'un vieil homme. J'ai tiré ma valise vers la porte d'entrée et je ne me suis pas retourné. Une voiture attendait déjà. Aéroport, ai-je dit au chauffeur. Il m'a regardé dans le rétroviseur. Terminal international. Madame ? Passeport et bagages confirmés. Confirmé. Alors que la voiture s'insérait dans la circulation, j'ai retiré mon ancienne carte SIM de mon téléphone. Je l'ai cassée en 2 et j'ai jeté les morceaux dans une poubelle au bord de la rue. La ville défilait à l'envers à la fenêtre. Les lumières s'étirant comme les 2 années que j'avais passées dans la vie de quelqu'un d'autre. Non, pas gâchées. J'ai fermé les yeux. Le visage de mon père est apparu dans mon esprit, sévère et bienveillant.
même lorsque ses joues s'étaient creusées à cause de la maladie. Evelyne, avait-il chuchoté depuis son lit d'hôpital en me serrant la main. Je suis désolé. J'ai laissé mon entreprise te traîner dans un mariage avec un homme qui ne t'aime pas. Mais promets-moi une chose. Quoi qu'il arrive, ne te perds pas. Je ne m'étais pas perdu. Pendant 2 ans, j'avais été une plante piégée dans un pot décoratif. En surface, calme et contenu. Sous le sol, des racines invisibles poussaient vers le bas dans l'obscurité. J'ai allumé mon nouveau téléphone. Inséré une nouvelle carte SIM et composé un numéro que je connaissais par cœur depuis mes 16 ans. Il a sonné 3 fois. Une voix âgée a répondu, bureau d'études. Bonjour, professeur Su, ai-je dit, et ma voix a tremblé avant que je ne puisse m'en empêcher. C'est Evelyne Lynn. Un silence? Puis un long soupir soulagé. Enfant? A-t-il dit. Tu es enfin redevenu toi-même. Mes yeux me brûlaient. Je suis libre, ai-je chuchoté. Le projet que nous avons préparé pendant 3 ans peut commencer maintenant. Chapitre 1, l'épouse contractuelle. Je m'appelle Evelyne Lynn. J'ai 28 ans. Mon père, Daniel Lynn, était l'un des meilleurs interprètes simultanés du pays. Quand j'avais 16 ans, il m'a emmené à une conférence de l'UNESCO et m'a laissé m'asseoir dans la galerie des observateurs. À travers la paroi vitrée de la cabine d'interprétation. Je l'ai regardé porter un casque et transformer le conflit en conversation, la politique en sang. Et le langage en un pont. Ce jour-là, j'ai trouvé la direction de ma vie. Je suis entré dans le meilleur institut de langues étrangères du pays. Je suis ensuite devenu l'élève du plus ancien ami de mon père, le professeur Victor Su. Une légende dans le monde de la traduction. Mes spécialités étaient l'allemand, les documents juridiques et l'interprétation d'affaires transfrontalières. À la fin de mes études, j'avais des offres de cabinets de traduction d'élite. De cabinets d'avocats internationaux et de groupes de conseil. Tout le monde disait que je deviendrais le prochain Daniel Lynn. Puis la vie m'a rappelé que le talent n'est jamais un bouclier contre la trahison. Durant ma dernière année d'études, l'entreprise de services linguistiques de mon père s'est effondrée après qu'un associé a vidé les comptes et a disparu. Les fournisseurs bloquaient l'entrée du bureau. Les anciens employés réclamaient des salaires et les créanciers appelaient à toute heure. Presque au même moment, on a diagnostiqué chez mon père un cancer du foie à un stade avancé. Les factures d'hôpital arrivaient comme de la neige. J'ai vendu notre appartement. Puis les bijoux de ma mère. Puis chaque petite chose de valeur que ma famille possédait encore. J'ai supplié d'anciens clients pour obtenir des paiements anticipés. J'ai demandé de l'aide à des proches. Les portes se sont fermées une à une. C'est alors qu'Adrien Grant est apparu. Il était l'héritier du groupe Grantwell. Jeune, riche et déjà célèbre dans le milieu des affaires de Harbor City. Je ne le connaissais que parce que l'entreprise de mon père avait autrefois fourni des services linguistiques pour les divisions ultramarines de Grantwell. Il est venu à l'hôpital et m'a proposé un marché. Épousez-moi, a-t-il dit. Je réglerai les dettes d'entreprise de votre père et j'organiserai les meilleurs soins médicaux disponibles. La durée est de 2 ans. Après cela, si vous voulez partir, vous recevrez 5 millions de dollars et un pantouse. Je l'ai fixé. Pourquoi moi? Il s'est appuyé contre le mur du couloir de l'hôpital et a fait jaillir la flamme de son briquet. La petite étincelle projetant de brèves ombres sur son visage beau et indifférent. Mon grand-père est malade. Son seul souhait est de me voir marié. Vous avez un passé propre. Une bonne éducation et un visage qui ne fera pas honte à la famille Grant. Ses yeux se sont déplacés sur moi avec la précision calme de quelqu'un qui évalue un actif. Plus important encore, vous avez besoin d'argent. J'ai compris immédiatement. Il avait besoin d'une épouse pour apaiser un vieil homme. J'avais besoin d'argent pour maintenir mon père en vie. C'était une transaction équitable, si tant est que l'on puisse qualifier le désespoir d'équitable.
Nous avons enregistré le mariage rapidement. Il n'y a pas eu de cérémonie. Pas de réception et aucune annonce au-delà du cercle familial nécessaire. Le lendemain. Suffisamment d'argent pour régler les dettes de mon père est apparu sur le compte de l'entreprise. Et mon père a été transféré dans le meilleur hôpital privé de Harbor City. Je pensais lui avoir acheté du temps. Je me trompais. 3 mois plus tard, mon père est décédé. Avant de mourir, il m'a tenu la main et n'a cessé de s'excuser. Je lui ai dit que je ne regrettais rien. Je lui ai dit que tout irait bien. J'ai menti parce que les mourants méritent plus le réconfort que la vérité. Après les funérailles, Adrien m'a demandé si je voulais mettre fin à l'accord plus tôt. J'ai refusé. Les dettes étaient payées. Mais je ne voulais pas passer ma vie à avoir le sentiment d'avoir pris l'argent d'un homme et d'avoir fui. Le contrat continuerait jusqu'à l'échéance des 2 ans. Il m'a donné 2 choix. Je pouvais rester une madame grantoisive. Tenir sa carte noire et vivre à l'intérieur du Penthouse de Riverglade comme un ornement coûteux. Ou je pouvais travailler au sein du groupe Grantwell. J'ai choisi le travail, mais j'ai fait une demande. Je ne veux que personne ne sache que nous sommes mariés. Il a semblé surpris mais a accepté. C'est ainsi que moi, l'épouse légale de l'héritier de Grantwell, suis devenu une simple analyste subalterne au département des finances. Responsable de l'organisation et de la traduction des rapports des filiales étrangères. Le travail était facile pour moi. Pour éviter d'attirer l'attention, je portais des costumes simples, pas de maquillage. Des lunettes à monture noire et des chaussures plates. Je prenais le métro pendant 1 heure dans chaque sens. Au bureau, personne ne savait qui j'étais. Adrien et moi étions 2 lignes parallèles. Il était le PDG, entouré de cadres, d'assistants et de déférences. J'étais un visage parmi des milliers. La femme silencieuse qui traduisait des notes fiscales allemandes et consolidait les données financières d'outre-mer. Parfois, nous nous croisions dans le hall des ascenseurs. Il ne me regardait jamais. Je baissais la tête et disais « Bonjour, Monsieur Grant ». Au début, les gens jasaient parce que mon nom correspondait à celui de la mystérieuse épouse que personne n'avait jamais vue. Mais après des mois à me regarder travailler tard dans des gilets bon marché et manger des dîners de supérette à mon bureau, personne ne m'a associé à l'épouse d'un homme riche. Je préférais qu'il en soit ainsi. Pendant 2 ans, j'ai appris à connaître Grantwell de l'intérieur. J'ai appris ses départements, ses lignes hiérarchiques, ses filiales à l'étranger, ses habitudes. Ses angles morts. Chaque document important que je traduisais, je l'étudiais. Chaque transaction transfrontalière qui passait par mon bureau devenait une leçon. J'ai sauvegardé mon propre travail, non pas les secrets de l'entreprise, mais les brouillons. Les notes. L'historique des versions et les emails qui prouvaient exactement ce que j'avais apporté. Adrien ne savait rien de tout cela. Il ne savait pas que la section sur le risque de marché du rapport d'acquisition d'énergie renouvelable européenne qu'il avait utilisée pour convaincre le conseil d'administration avait été extraite par mes soins de plus de 1000 pages de documents sources en allemand. Il ne savait pas que la note sur le risque juridique qu'il avait loué lors d'une réunion avait subi 27 révisions sur mon ordinateur portable pour être aligné sur les dernières réglementations commerciales de l'UE. Il ne savait pas que presque chaque rapport soigné que Bianca Lane déposait sur son bureau contenait mon travail invisible. Bianca était ma supérieure directe. Au début, elle ne m'attribuait que des travaux de traduction fastidieux dont personne d'autre ne voulait. Puis elle a découvert que je pouvais accomplir des tâches difficiles rapidement et bien. Après cela, elle est devenue gourmande. Elle m'envoyait des travaux essentiels 5 minutes avant la fermeture et appelait cela un soutien urgent. Au matin, elle prenait mon analyse de la nuit, ajustait la page de garde, supprimait mon nom et la présentait à l'étage supérieur. Je ne l'ai jamais dénoncée. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que mon objectif était plus grand que l'approbation d'une supérieure. Ces tâches m'ont donné accès aux documents internationaux du plus haut niveau que possédait Grantwell. Je ne faisais pas simplement de la traduction.
J'étudiais les structures, les transactions, les modèles de conformité et la stratégie transfrontalière. L'entreprise de mon père était morte en partie parce qu'il faisait plus confiance aux compétences qu'au système. Il croyait que le bon travail suffisait. Ce n'était pas le cas. Je ne répéterai pas son erreur. J'avais un plan. Lorsque le terme de 2 ans prendrait fin, je quitterais Adrien Grant. Je reconstruirais le patrimoine professionnel de mon père et je me tiendrais debout sous mon propre nom. Grantwell était ma salle de classe. Le silence était mon frais de scolarité. Chapitre 2, la femme à ses côtés. La vie dans le Penthouse des Grant était comme un verre d'eau tiède. Ni froide, ni chaude, insipide. Adrien fournissait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un duplex de 3000 mètres carrés donnant sur la rivière. Un dressing rempli de pièces de créateurs que je portais rarement. Des voitures que je ne conduisais jamais. Une carte noire sans limite visible. C'était un partenaire commercial convenable. Généreux, distant et constant. Il ne s'est jamais immiscé dans ma vie, et il n'a jamais demandé si j'étais fatigué, seul, effrayé ou en deuil. Nous existions sous le même toit, mais vivions dans des climats séparés. Je pensais pouvoir passer ces 2 années tranquillement ainsi. Puis Bianca Lane a changé la température de la pièce. Bianca et moi avions rejoint Grantwell le même jour. Elle est devenue assistante de direction au bureau du PDG. Je suis devenu une employée ordinaire des finances. Elle était belle d'une manière tranchante et délibérée. Elle comprenait le timing, les vêtements, le ton et la proximité. En quelques mois, elle est devenue l'assistante la plus digne de confiance d'Adrien. La seule employée qui pouvait entrer dans son bureau sans frapper et la personne qui apparaissait à ses côtés à chaque réunion majeure. Les rumeurs de bureau se sont propagées rapidement. Certains disaient qu'elle était plus qu'une assistante. Certains disaient qu'elle finirait par devenir Madame Grant dans tous les sens du terme. Je les ai ignorés. Pourquoi la jalousie importerait-elle dans un mariage sans amour? Puis est venue la nuit de ma gastrite aiguë. C'était un vendredi. Je m'étais effondré sur le sol de la salle de bain du Penthouse, en sueur à travers mes vêtements. L'estomac si tordu que je pouvais à peine respirer. Pour une fois, j'ai appelé Adrien. Le téléphone a sonné longtemps. Lorsqu'il a décroché, la voix n'était pas la sienne. C'était celle de Bianca. « Désolée, Evelyne » a-t-elle dit. Son ton poli avec juste assez d'excuses pour cacher l'arrogance sous-jacente. Monsieur Grant est dans une visioconférence très importante. Il ne peut pas prendre d'appel pour le moment. Est-ce quelque chose d'urgent? Vous pouvez me le dire et je lui transmettrai. En arrière-plan, je pouvais entendre Adrien parler anglais d'une voix basse. J'avais trop mal pour répondre clairement. Je pouvais seulement presser une main contre mon abdomen et halter. Bianca a semblé entendre que quelque chose allait mal. « Evelyne, est-ce que ça va? Devrais-je demander à Monsieur Grant de... » Adrien l'a interrompu. « De qui est cet appel? Pourquoi est-ce si long? » C'est Evelyne des finances, a répondu Bianca, sa voix devenant soudainement douce comme du sirop. Elle ne semble pas aller bien. Puis j'ai entendu la phrase qui a vidé le dernier reste de chaleur en moi. Dites-lui que si elle n'est pas en train de mourir, qu'elle arrête de me déranger. L'appel a pris fin. Je suis resté allongé sur le sol froid et j'ai découvert que l'humiliation peut faire plus mal que la maladie. J'ai appelé une ambulance moi-même. À l'hôpital, pendant que la perfusion coulait dans mon bras, Bianca m'a envoyé un message. C'était une photo d'Adrien derrière son bureau. Les sourcils froncés de concentration tandis qu'elle se penchait près de lui. Une main pointée vers l'écran de son ordinateur portable. Ils ressemblaient à des partenaires menant une guerre ensemble. Sa légende disait « Désolé, Evelyne. Cette acquisition transfrontalière est trop importante. Nous devons donc travailler toute la nuit. Monsieur Grant est sous forte pression. S'il vous plaît. Ne prenez pas personnellement ce qu'il a dit.
J'ai fixé la photo et j'ai ri. Puis j'ai répondu, pas de problème. Bonne chance pour le projet. Après cela, j'ai bloqué son compte personnel. Cette nuit-là, j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit d'Adrien. Gentillesse ou cruauté, attention ou négligence, rien de tout cela ne déterminerait plus mon humeur. J'ai également commencé à traiter Bianca comme ce qu'elle était vraiment. Non pas une rivale amoureuse, mais un risque professionnel. Dès lors, chaque document qu'elle m'attribuait a été sauvegardé. Chaque petit service est devenu une confirmation par email. Chaque instruction orale a été suivie d'un résumé écrit. Comme convenu. Je terminerai la comparaison réglementaire allemande d'ici demain matin. Veuillez confirmer. Elle me croyait timide. J'étais en train de constituer un dossier. Lors des dîners de bureau, Bianca me testait par de petits moyens. Un soir, après quelques verres de vin, elle a souri à travers la table et a dit, « Evelyne. Tu travailles tellement dur. Tu économises pour un logement à Harbor City ?» Un jeune stagiaire a ri. Avec les compétences d'Evelyne, elle trouvera un bon mari. Pourquoi acheter seule? Bianca a fait tourner son vin. De nos jours, les hommes sont pratiques. Les filles comme nous, issues de milieux ordinaires, ne devraient pas rêver trop haut. N'est-ce pas? Épouser une famille riche est plus difficile que d'escalader le ciel. Ses yeux ont glissé vers Adrien en bout de table. Il riait avec des cadres dirigeants, inconscients ou désintéressés. J'ai levé mon verre de jus. Je ne sais pas ce qu'il en est d'épouser un homme riche. Je sais seulement que compter sur soi-même permet de se tenir plus droit. Le sourire de Bianca s'est figé. Après le dîner, Adrien ayant bu, on m'a demandé de le ramener chez lui. C'était l'une des rares fois où nous étions seuls dans une voiture. Il s'est appuyé contre le siège passager, les yeux fermés. Les lumières de la ville glissaient sur son visage, le faisant paraître moins froid un instant. Près du Penthouse, il a parlé sans ouvrir les yeux. Est-ce que Bianca t'a rendu les choses difficiles ce soir? J'ai failli freiner trop fort. Non. Elle plaisantait. Il est resté silencieux un moment. Sa mère est une parente éloignée de la mienne. Elle est intelligente et ambitieuse. Resta. L'écart d'elle. C'était le premier et le seul avertissement qu'il m'ait jamais donné au cours de ces 2 années. J'ai trouvé cela ironique. Il me disait de rester à l'écart de Bianca tout en la gardant à ses côtés jour et nuit. Je n'ai rien dit. Quand nous sommes arrivés, il est monté au 3e étage. Je suis retourné au 2e. La ride à la surface de l'eau a disparu. Nous sommes redevenus des inconnus. Chapitre 3, l'âme de velours. La mère d'Adrien, Patricia Grant, a été la raison finale pour laquelle j'ai décidé de partir sans me retourner. Patricia était élégante à la manière de la haute bourgeoisie ancienne. Perles, soie, posture parfaite, et de la cruauté enveloppée dans des manières. Elle ne criait jamais. Elle n'en avait pas besoin. Chaque phrase qu'elle me visait arrivait rembourrée de velours. Mais la lame à l'intérieur était précise. Elle savait que le mariage était transactionnel. Par conséquent, elle me méprisait. Pour elle, j'étais une femme qui s'était vendue pour de l'argent. Chaque samedi, le dîner de famille au domaine des Grant ressemblait à un procès. Patricia s'asseyait en face de moi et mentionnait Bianca avec un sourire. Adrien. J'ai rendu visite au bureau aujourd'hui et j'ai vu Bianca. Cette fille devient plus capable chaque mois. Elle gère tout si proprement. Adrien. Le projet de ton oncle Richard aurait mal tourné si Bianca n'avait pas veillé aux détails. Bianca m'a même accompagné à un concert la semaine dernière. Quel goût! Les jeunes de nos jours comprennent rarement la musique classique. Elle disait ces choses tout en me regardant du coin de l'œil. Adrien ne disait généralement rien. Seul le vieux monsieur Grant, le grand-père d'Adrien, faisait preuve d'une véritable gentillesse à mon égard.
Il fronçait les sourcils et tapait de sa canne. Assez de travail à table. Evelyne, goûte le poisson. C'est bon pour toi. Peut-être m'aimait-il bien parce que ma présence réalisait son dernier vœu. Peut-être voyait-il en moi une trace de sa défunte épouse, qui était également issue d'une famille ordinaire et s'était fait une place à force d'endurance. Lorsqu'il était présent, Patricia se retenait. Lorsqu'il quittait la table, ses larmes sortaient. Une fois. J'ai passé 3 heures à préparer une soupe de concombre de mer parce que la santé du vieux M. Grant était mauvaise. Patricia a demandé à une gouvernante de me prendre la marmite des mains, puis a dit légèrement. Le médecin a dit à Père de manger de la nourriture fade. C'est trop riche pour lui. Merci pour l'attention, mais ne vous donnez pas cette peine la prochaine fois. Devant moi, elle a ordonné à la gouvernante de la jeter. Elle ne disait pas que la soupe ne convenait pas. Elle disait que c'était moi qui ne convenais pas. Une autre fois, pour l'anniversaire de Patricia. J'ai fait une offre sur un tableau d'un artiste que je savais qu'elle admirait. Cela m'a coûté l'équivalent d'1 an de salaire de mon travail aux finances. Lors de la fête, elle l'a déballé, a eu un faible sourire et a dit, comme c'est attentionné. Puis elle l'a donné à un serviteur comme s'il s'agissait d'un calendrier bon marché. Quelques minutes plus tard, Bianca a offert un chapelet en bois de santal qu'elle prétendait avoir fabriqué elle-même. Le visage de Patricia s'est éclairé. Elle l'a mis immédiatement et a tenu la main de Bianca comme si c'était sa fille. Bianca est celle qui me comprend le mieux, a dit Patricia. Certaines personnes savent seulement jeter de l'argent pour un cadeau. Aucune sincérité. Chaque invité savait qui, certaines personnes, désignaient. Je suis resté là comme un accessoire dans une pièce de théâtre laide. Après cela, j'ai cessé d'essayer. J'assistais au dîner pour le vieux monsieur Grant. Je jouais le rôle quand c'était nécessaire. Je ne préparais plus de cadeaux. Ne proposais plus de soupe et ne cherchais plus l'approbation d'une femme déterminée à me refuser. Toute dignité. Je pensais que le silence me protégerait. J'avais sous-estimé le mépris de Patricia. J'avais surestimé la décence élémentaire d'Adrien. Chapitre 4, l'anniversaire de la mort de mon père. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lors du 3e anniversaire de la mort de mon père. Cela tombait un samedi, le même jour que le dîner de famille des Grant. La veille au soir. J'ai dit à Adrien que je voulais me rendre au cimetière et lui ai demandé si je pouvais manquer le dîner. C'était la première et la seule fois que je lui demandais une permission dans cette maison. Il lisait un dossier et n'a pas levé les yeux. Je sais. J'ai pensé que cela voulait dire oui. Le lendemain matin, je me suis habillé de noir et me suis préparé à partir. En bas, Adrien était également en costume. Tu sors ? Ai-je demandé. La division européenne a une urgence. Je dois aller au bureau. Mon cœur s'est serré. Seras-tu de retour pour le dîner ? Ça dépend de la réunion. Il est parti sans un mot de plus. Je connaissais la vérité. La veille au soir. Bianca avait publié dans le groupe de travail que tout le monde devait venir samedi pour préparer les documents pour une offre lundi. Adrien ne traitait pas une urgence. Il allait passer la journée avec son assistante et l'équipe qu'elle avait organisée autour de lui. Le souvenir de mon père lui importait moins que les heures supplémentaires de Bianca. Je suis allé au cimetière seul. La pluie d'automne de Harbor City est tombée toute la journée. Je suis resté sous un parapluie devant la tombe de mon père et j'ai regardé sa photographie jusqu'à ce que ma vue se brouille. Papa, je suis désolé. Je suis venu trop tard. Papa, je suis si fatigué. Papa, tu me manques. Le soir venu, j'étais trempé jusqu'aux os. Le Penthouse était sombre quand je suis rentré. Adrien n'était pas à la maison. Sur mon téléphone, le seul message était une note vocale de Patricia envoyée à 15 h, Evelyne.
Quel jour penses-tu que ce soit? Toute la famille a attendu pour le dîner et tu as simplement disparu. Tu deviens de plus en plus indiscipliné. Je n'ai pas répondu. Puis j'ai ouvert les réseaux sociaux de Bianca par habitude. Bien que je ne sache pas pourquoi je me torturais ainsi. Elle avait publié 9 photos, des dossiers empilés haut, le bureau éclairé tard dans la nuit. Des boîtes de nourriture à emporter étalées sur une table de réunion. La photo centrale la montrait avec Adrien. Il était assis dans son fauteuil, tenant un document. La tête légèrement tournée comme s'il l'écoutait. Elle se tenait derrière lui, un café à la main, souriant lumineusement. La légende disait. Une autre journée à se battre pour Grantwell. Avec le meilleur patron et la meilleure équipe. Même l'épuisement en vaut la peine. Les commentaires affluaient, Bianca est incroyable. Monsieur Grant et Bianca forment une équipe tellement parfaite. Objectif patron et assistante. J'ai regardé cette photo et j'ai ri jusqu'à ce que des larmes coulent sur mon visage. C'était cela, mon mariage. Quand j'avais besoin de lui. Il se tenait aux côtés d'une autre femme sous la lumière éclatante du bureau. Pour sa famille, j'étais l'intruse ingrate qui enfreignait les règles. Mon père mort, mon chagrin, ma solitude, rien de tout cela ne pesait quoi que ce soit. Je me suis douché, j'ai changé de vêtements et je me suis assise dans le bureau. À l'aube, j'avais écrit ma lettre de démission et rédigé l'accord de divorce. Le partage des biens suivait le contrat d'origine. Le pantouse et le règlement de 5 millions étaient inclus parce que c'étaient les conditions qu'il avait promises. Je n'ai pas demandé plus. Je voulais seulement la sortie la plus propre possible. Puis j'ai envoyé un SMS à Adrien, Adrien. Divorçons. L'accord est dans ton bureau. Si tu n'as pas d'objection, nous pouvons déposer la demande demain. J'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais pas entendre sa voix. Je ne voulais pas de la pitié de Bianca. Je ne voulais pas du jugement de Patricia. La dette de 2 ans était payée. Désormais, Evelyne Lynn vivrait pour elle-même. Chapitre 5, la dernière nuit dans le Pantouse. Je m'attendais à ce qu'Adrien réagisse rapidement. Au minimum, je m'attendais à ce que son avocat me contacte. Au lieu de cela, la journée s'est écoulée dans le silence. Aucun appel, aucun message, aucun avocat. J'ai arrêté de deviner. J'ai fait mes bagages. Du dressing, je n'ai pris que quelques pièces que je m'étais achetées moi-même. Les vêtements de créateur qu'il avait fournis sont restés intacts. Les étiquettes toujours attachées. Du tiroir à bijoux, j'ai pris le vieux bracelet en argent de ma mère. Du bureau, j'ai emballé des livres professionnels, des cahiers. Des glossaires et des fiches de terminologie écrites à la main. C'était là mes richesses. À 22 heures, la porte d'entrée s'est ouverte. Adrien est entré en sentant légèrement l'alcool. Il avait l'air fatigué, mais sobre. Ses yeux sont tombés sur les valises dans le salon et se sont arrêtés. Puis il m'a regardé. « Dois-tu vraiment faire ça ?» a-t-il demandé, la voix rauque. Je me suis levé. « As-tu lu l'accord ?» Il n'a pas répondu. Il s'est approché, son expression partagée entre l'irritation, la confusion et quelque chose qui ressemblait presque à de la colère. « Evelyne, hier c'était ma faute. J'aurais dû venir avec toi. Mais l'affaire de l'entreprise était urgente. Ne peux-tu pas comprendre ça ? » J'ai souri. Tu es en train de te justifier auprès de moi ? Son visage s'est assombri. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je te dis de ne pas me menacer de divorce. Ça ne marchera pas. Te menacer ? J'ai failli rire. Adrien, ne te surestime pas. Il y a 2 ans. Nous avons convenu qu'il s'agissait d'un contrat. La durée est écoulée. Je mets fin au contrat. Mettre fin. Il a eu un sourire moqueur et a saisi mon menton assez fort pour me faire mal. As-tu oublié qui m'a supplié de sauver l'entreprise de son père ? Maintenant que tu penses pouvoir
Te tenir debout, tu veux jeter l'échelle. Le mépris dans ses yeux coupait plus profondément que ses doigts. C'était donc ce que j'avais toujours été pour lui. Une femme qui s'était agenouillée pour de l'argent, une débitrice, un fardeau. Je ne me suis pas débattu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas oublié. C'est pourquoi j'ai passé 2 ans à jouer ton épouse et 2 ans à travailler. Comme une machine dans ton entreprise. J'ai remboursé ce que je devais. Remboursé. Son rire était froid. Tu as vécu dans mon pantouse, utilisé mon nom. Et maintenant tu dis que nous sommes quittes. Evelyne Lynn, tu es très forte en comptabilité. J'ai repoussé sa main et j'ai fait un pas en arrière. Si tu penses que le pantouse et l'argent sont injustes, je ne prendrai rien. Je partirai avec ce que j'ai apporté. Cela semblait enfin lui faire réaliser que je ne bluffais pas. Sa moquerie s'est dissipée. Son regard s'est fait plus perçant de suspicion. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je l'ai fixé. Puis j'ai senti un calme absurde monter en moi. Après 2 ans de négligence, sa première explication à mon départ était un autre homme. Est-ce que cela te concerne? Ma réponse l'a mis en colère. Il s'est avancé et m'a bloqué contre le mur, ses 2 bras appuyés de chaque côté de ma tête. N'oublie pas, a-t-il dit doucement, dangereusement. Tu es toujours ma femme jusqu'à ce que je signe. Sois sage. C'était le moment le plus proche où nous ayons été en 2 ans. Je pouvais voir mon visage pâle se refléter dans ses pupilles sombres. Je n'ai pas flanché. Au lieu de cela, j'ai posé la question que j'avais autrefois été trop fier et trop effrayé pour poser. Adrien, m'as-tu déjà aimé? Il s'est figé pendant un long moment. La colère dans ses yeux s'est transformée en quelque chose de plus compliqué. Ses lèvres ont bougé, mais aucune réponse n'est venue. Enfin, il a reculé. L'amour est trop cher pour ce que nous avons. Il m'a laissé avec cette phrase et est monté à l'étage. Je me suis laissé glisser le long du mur et je me suis assise sur le sol. J'ai pleuré alors, non pas parce qu'il ne m'aimait pas, mais parce que j'avais autrefois été assez folle pour espérer que sous toute cette glace, il y avait peut-être un petit endroit où j'avais de l'importance. Le matin, je me suis réveillé sur le canapé sous un plaid. Adrien était parti. Sur la table à manger se trouvait un sandwich, un verre de lait et un mot de sa main. J'ai lu l'accord. Pas d'objection. 15 heures au tribunal. Je n'ai pas touché au petit déjeuner. Je me suis douché, habillé et j'ai demandé un demi-jour de congé aux finances. À 14h30, j'attendais dans ma voiture devant le tribunal. Des couples entraient en se tenant la main. D'autres sortaient séparément, le visage neutre. Le mariage commence et se termine derrière les mêmes portes. À 14h50, la voiture d'Adrien est arrivée. La procédure a été rapide. Des formulaires, des signatures, des tampons. Un décret de divorce définitif. Quand le greffier m'a tendu ma copie, mes mains tremblaient. Dehors, la lumière du soleil était douloureusement brillante. Adrien se tenait à mes côtés. Mon avocat vous contactera pour le transfert du pantouse et le règlement. Pas besoin. Il a regardé vers moi. Que voulez-vous dire? Je ne veux ni du pantouse ni de l'argent. Considérez ces 2 dernières années comme du travail. Non rémunéré. Il m'a fixé. Désormais? Ai-je dit? Nous ne nous devons plus rien. Je me suis retourné pour partir. Evelyne. Je n'ai pas regardé en arrière. Ne regrettez pas cela, a-t-il crié, la colère contenue dans la voix. Je ne me suis arrêté que le temps de répondre, la seule chose que je regrette, c'est d'avoir accepté cette transaction il y a 2 ans. Puis je suis parti. Au pantouse, j'ai placé les clés, les cartes d'accès, la carte de garage. La montre et l'alliance jamais portée sur la console d'entrée. À côté d'elle,
j'ai laissé un mot, Adrien. Je suis parti. Tu n'as plus besoin de faire semblant. 2 heures plus tard, mon vol pour Zurich s'élevait dans le ciel nocturne. Alors que les lumières de Harbor City s'effaçaient sous les nuages, j'ai envoyé un dernier email. Objet, démission et transmission des dossiers. Destinataire, RH de Grantwell. Le directeur financier est Bianca Lane. En pièce jointe se trouvaient 3 fichiers, ma lettre de démission. Une liste complète de mon travail des 2 dernières années. Et un index de transmission chiffré chaque projet que Bianca avait utilisé pour se valoriser. Chaque rapport, chaque analyse de risque juridique, chaque traduction de source allemande. Chaque historique de version, heure de création, chaîne de mai et registre d'attribution. Je n'ai pas accusé. J'ai documenté. C'était suffisant. Chapitre 6, le bureau vide. Le directeur financier, Martin Joe, m'a appelé après mon atterrissage à Zurich. Je venais de m'installer dans le petit appartement que le professeur Su avait préparé quand mon nouveau téléphone a sonné. Evelyne, a dit Martin, sa voix empreinte d'un mélange compliqué d'admiration et de panique. Vous êtes vraiment parti. J'ai démissionné dans les règles. Vous avez fait plus que cela. Votre passation de dossier est plus propre que celle de la plupart des cadres supérieurs. Puis il m'a raconté ce qui s'était passé chez Grantwell ce matin-là. À 9 heures. Bianca est entrée dans le bureau d'Adrien vêtue d'un costume crème et débordante de confiance. Elle portait une pile de documents pour le projet d'énergie allemand. Son humeur était excellente parce qu'elle venait d'accompagner Adrien dans la préparation finale de l'offre. La plupart des clauses juridiques allemandes critiques de cette offre avaient été organisées par mes soins 2 semaines plus tôt, mais Bianca avait présenté le travail comme étant le sien. Adrien était assis derrière son bureau, révisant la version finale. Bianca a demandé doucement, M. Grant? Vous n'avez pas bien dormi? Il n'a pas répondu. Il était rentré aux Pentouses la nuit précédente et l'avait trouvé vide. Les clés rangées soigneusement. Les cartes disposées en rangée. Mon mot attendant sous la lumière. Pendant un moment, a dit Martin, Adrien a semblé distrait, mais il a vite retrouvé son sang-froid. Il a probablement supposé que je faisais un geste dramatique. Je n'avais pas de famille à Harbor City, plus d'entreprise familiale, et aucun soutien visible. Dans son esprit, je reviendrai. À 9h20. Les RH sont entrés avec ma lettre de démission. Monsieur Grant, Mademoiselle Lane, a dit le responsable des RH, l'air inconfortable. Evelyne Lynn des Finances a soumis sa démission. Bianca a été la première à rire. Evelyne Lynn. La traductrice des Finances? Peut-être que la pression était trop forte. Elle a encore des documents de soutien pour le projet allemand, n'est-ce pas? Le responsable des RH a posé les pièces jointes imprimées sur le bureau d'Adrien. Elle a soumis une passation complète. Cela inclut chaque projet auquel elle a participé au cours des 2 dernières années. L'acquisition d'énergie renouvelable européenne, l'évaluation de conformité pour le Rhin. Les traductions d'audit de la filiale suisse et l'offre allemande actuelle. Adrien a ramassé les papiers. La première page était ma lettre de démission. Les pages suivantes étaient mon historique de travail, traduction source, résumé des risques, comparaison des clauses juridiques, révision du modèle financier, vérification des données d'outre-mer, chemin d'accès aux fichiers, horodatage, historique de version et capture d'écran de mai. Plus Adrien lisait, plus son visage devenait sombre. Il reconnaissait chaque projet. Il avait loué beaucoup de ses rapports lors des réunions du conseil d'administration. Dans sa mémoire, Bianca avait créé la plupart d'entre eux. Bianca dit qu'elle l'a préparé. Bianca dit qu'elle a vérifié les règles allemandes. Bianca dit qu'elle a révisé le modèle financier toute la nuit. Il ne s'était jamais demandé qui faisait réellement le travail. Maintenant, mon dossier de passation exposait le processus clairement.
Créateur original Evelyne Lin, premier brouillon Evelyne Lin, source de la tâche Bianca Lan. Présentateur final Bianca Lan. Chaque ligne était une aiguille. Adrien a levé les yeux vers Bianca. Evelyne a-t-elle participé à tout cela? Le visage de Bianca a perdu ses couleurs, mais elle s'est reprise. Monsieur Grant. Elle était traductrice aux finances. C'est normal qu'elle m'aide avec le matériel de base. Elle a peut-être exagéré son rôle parce qu'elle partait. Martin, qui avait été appelé entre-temps, a ajouté à voix basse. Nous avons vérifié plusieurs documents. Les brouillons originaux d'Evelyne ont été créés 2 ou 3 jours avant les versions que Mademoiselle Lan a soumises à l'étage. Le bureau s'est figé. Adrien a appelé Martin directement. Où est Evelyne? Son ancien numéro est hors service. Martin a dit qu'elle avait pris un demi-jour de congé hier. Envoyé sa démission ce matin et disparu. Trouvez-la. Nous n'avons pas de numéro de téléphone actuel. Utilisez les emails. Les contacts d'urgence, le dossier du personnel, tout. Puis Martin lui a expliqué le problème pratique. Le partenaire allemand avait envoyé 8 pages de clauses juridiques supplémentaires. Pendant 2 ans. Les textes juridiques urgents en allemand avaient été traités par mes soins le jour même. Traduction et résumé des risques inclus. Sans moi, personne aux finances ne pouvait produire ce niveau de travail en 3 heures. Adrien a enfin compris. Je n'étais pas une épouse décorative qui était partie. Je n'étais pas une traductrice débutante remplaçable qui avait démissionné. J'étais une vis cachée au plus profond de la machine. Et dès l'instant où j'avais été retiré, la machine s'était mise à cliqueter. Chapitre 7, la réunion sans moi. À 10 heures, la réunion en visioconférence avec la délégation allemande a commencé. Adrien était assis en bout de table. Bianca était assise à sa droite, ordinateur portable ouvert. Une belle présentation bilingue à l'écran. La présentation avait l'air parfaite. Si la compétence se résumait aux apparences, Bianca aurait été irremplaçable. 15 minutes après le début de la réunion. Le conseil allemand est passé de l'anglais à l'allemand et a soulevé une question sur les conditions de déclenchement d'un droit de rachat prioritaire dans les clauses supplémentaires. Bianca s'est figée. Elle comprenait des mots dispersés, mais pas assez pour juger de la portée juridique. Elle a regardé Adrien. L'allemand d'Adrien était bon pour les salutations d'affaires ordinaires. Il était inutile pour une interprétation juridique technique. Autrefois, Bianca aurait dit « Monsieur Grant, j'ai confirmé cela. Le risque est limité. » Puis lui aurait glissé mes notes sous la table. Mais j'étais parti. L'avocat allemand a répété la question avec une impatience visible. Le silence s'est étiré. Bianca a cherché frénétiquement dans mes anciens fichiers. Mais le problème exact nécessitait une analyse en temps réel. Dans ma passation, j'avais écrit. Les brouillons précédents ne peuvent pas remplacer le jugement des risques sur de nouvelles clauses supplémentaires. Elle avait probablement ri en lisant cette phrase le matin. Maintenant, elle devenait un mur. Grantwell a dû interrompre la réunion pendant 20 minutes et faire appel à un traducteur juridique. Allemand externe. Le traducteur pouvait convertir les mots, mais ne connaissait pas l'historique du projet, le modèle financier ou le risque commercial. L'insatisfaction de la délégation allemande était évidente. À la fin de la réunion, leur représentant principal a dit froidement. Si Grantwell ne peut pas fournir un soutien en communication transfrontalière stable et professionnelle, nous devrons peut-être réévaluer le calendrier de coopération. L'écran est devenu noir. La salle de réunion était silencieuse. Bianca s'est mise à pleurer. M. Grant? Je suis désolé. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas beaucoup de choses, l'a interrompu Adrien. Sa voix était basse, mais tout le monde a entendu la glace. Vous ne saviez pas que le travail d'Evelyne n'était pas de la simple traduction. Vous ne saviez pas
que le projet allemand bloquerait sans elle. Vous ne saviez pas que les rapports que vous attribuiez avaient des registres originaux. Bianca a secoué la tête. Je n'ai jamais voulu m'attribuer le mérite. J'étais sa supérieure. J'ai intégré le travail de l'équipe pour vous. En supprimant son nom. Elle n'a eu aucune réponse. Plusieurs cadres ont échangé des regards. Ils n'étaient pas idiots. Bianca s'était élevée trop vite grâce à des rapports trop soignés pour qu'une seule assistante puisse les produire seule. Adrien s'est tourné vers Martin. Contactez Evelyne. Nous ne pouvons pas la joindre. Envoyez-lui un email. Dites-lui que si elle revient pour gérer le projet allemand, elle peut fixer ses conditions. La pièce s'est tue. Fixer ses conditions. Adrien Grant n'avait jamais dit cela à propos d'un employé ordinaire. Martin a hésité. Monsieur Grant, avec tout le respect que je vous dois, elle a formellement démissionné. Alors réembauchez-la comme consultante. Martin l'a regardé pendant plusieurs secondes avant de poser la question qui a brisé le silence de la pièce. Monsieur Grant, pardonnez-moi, mais ne disiez-vous pas toujours que vous ne la connaissiez pas? Adrien s'est rigidifié. Il ne m'avait pas connu. Chez Grantwell, il était passé à côté de moi sans un regard. Il avait laissé les gens croire que je n'étais personne. Il avait rejeté mon appel d'urgence avec les mots « si elle n'est pas en train de mourir ». Qu'elle arrête de me déranger. Maintenant. Il me voulait en retour. De quel droit? Chapitre 8, un nouveau pont. Zurich le matin était plus propre que Harbor City ne l'avait jamais été. Je m'étais assise près de la fenêtre avec une tasse de café noir pendant que le professeur poussait un dossier vers moi. Ce sont les anciens contacts clients de ton père, a-t-il dit. Ceux que j'ai pu préserver, je les ai préservés. Mes doigts ont touché les pages légèrement, des cabinets d'avocats internationaux. Des entreprises d'énergie, des associations commerciales européennes. Quelques agences de services linguistiques qui avaient autrefois fait confiance à mon père. Lorsque l'Imbridge Language Service s'était effondré. Beaucoup avaient supposé que le nom avait disparu pour toujours. Le professeur Su ne l'avait pas pensé. Il avait conservé les bases de données terminologiques de mon père. L'estime des anciens clients et un réseau d'interprètes expérimentés prêts à revenir si jamais je revenais. Les documents d'enregistrement sont prêts, a-t-il dit. L'entreprise de ton père s'appelait l'Imbridge parce qu'il voulait que la langue construise des ponts. Utiliseras-tu le même nom? Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Puis j'ai secoué la tête. Non, l'Inbridge était le travail de mon père. Je l'honorais. Mais je ne peux pas vivre uniquement dans son ombre. J'ai pris le stylo. La nouvelle entreprise s'appellera Newbridge. Le professeur Su a souri. Un nouveau pont. Bien. J'ai signé les papiers d'enregistrement, Evelyne Lynn. Le nom m'appartenait enfin à nouveau. Une notification est apparue sur mon ordinateur portable de la part des RH de Grantwell. Objet, demande de conseil urgente pour le projet allemand. L'email était courtois. Grantwell espérait que je les aiderais en tant que consultante externe. Rémunération négociable. J'ai ri doucement. Le professeur Su a levé un sourcil. Grantwell? Ils ont besoin d'éteindre un incendie. Qu'en penses-tu? J'y ai réfléchi. Je connaissais le projet allemand intimement. Si j'intervenais maintenant, je pourrais faire voir à Adrien exactement ce qu'il avait ignoré et écraser le mensonge de Bianca. Devant tout le monde. Mais je n'avais pas quitté Grantwell pour rester leur rustine d'urgence. J'ai répondu. Merci pour cette reconnaissance. J'ai lancé un nouveau projet professionnel et n'accepte pas de réembauche directe ni de soutien interne d'urgence.
Si Grantwell nécessite une coopération commerciale formelle, veuillez soumettre une demande de prestation à Newbridge Language Service. Les tarifs limités et le calendrier suivront notre processus commercial standard. 5 minutes plus tard, Adrien m'a envoyé un email depuis son compte privé. Evelyne. Appelle-moi. Pas de salutation. Pas d'excuses. Un ordre. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, le projet allemand est important. J'ai besoin de toi. J'ai fixé ces mots. J'ai besoin de toi. Comme c'était rare. 2 ans de mariage et la première fois qu'Adrien Grant admettait avoir besoin de moi arrivait après que j'avais cessé d'être disponible. J'ai répondu, Monsieur Grant, ce qui a besoin de moi, c'est le projet. Pas vous. Les projets peuvent passer par le processus d'engagement commercial. Quant à vous et moi, nos comptes sont déjà réglés. Cette fois. Aucune réponse n'est venue pendant un long moment. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai continué à discuter des premiers clients de Newbridge avec le professeur Su. Dehors, la lumière du soleil se posait sur la ligne de neige lointaine des Alpes. Blanche et limpide. Quitter une personne qui ne vous a jamais aimé ne rend pas le monde plus petit. Cela lui rend sa lumière. Chapitre 9, de l'autre côté de la table. Adrien est venu me trouver une semaine plus tard. À ce moment-là, Newbridge venait de décrocher sa première mission formelle auprès d'une entreprise allemande d'énergie renouvelable. Ironiquement, c'était l'une des entreprises impliquées dans le projet européen de Grantwell. Par l'intermédiaire du professeur Su. Ils ont demandé un soutien indépendant en traduction juridique et en négociation commerciale. Sino-allemande. En d'autres termes, la personne que Grantwell n'avait pas su garder avait été engagée par l'autre partie. Le jour de la signature, j'ai assisté à la réunion dans un hôtel d'affaires à Zurich en tant que fondatrice de Newbridge. Je portais un costume ivoire, mes cheveux relevés soigneusement. Les boucles d'oreilles en perles de ma mère à mes oreilles, pas de lunettes à monture noire. Pas de gilet gris bon marché, pas besoin de baisser la tête. À la moitié de la réunion, la porte s'est ouverte. Adrien est entré, suivi de Bianca. Le visage de Bianca a changé dès qu'elle m'a vu. Dans sa mémoire, j'étais toujours la discrète employée des finances aux vêtements démodés. La femme qui nettoyait son travail pendant qu'elle se tenait aux côtés d'Adrien. Elle ne s'attendait pas à me voir assise avec la délégation allemande. Formellement engagée comme consultante externe. Le responsable allemand s'est levé et m'a serré la main. Mademoiselle Lin, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. J'ai répondu dans un allemand fluide. Le visage de Bianca est devenu pâle. Adrien m'a regardé pendant un long moment. Le choc a traversé ses yeux, suivi de quelque chose de plus lourd. Peut-être m'a-t-il enfin vu, non pas l'épouse sur le papier dans sa maison. Non pas l'employé des finances dans le coin. Mais une professionnelle respectée à une table de négociation internationale. J'ai hoché la tête poliment. Monsieur Grant. Les mêmes mots que j'avais dit d'innombrables fois dans les ascenseurs de Grantwell. Seulement cette fois, je n'ai pas baissé la tête. La réunion a repris. Bianca a tenté de prendre la parole à partir de son support en anglais. Mais l'avocat allemand a posé une question technique en allemand. Est-ce que Grantwell accepte d'ajouter une clause de déclenchement pour les changements de politique énergétique à l'article 17? Si oui. Quel pourcentage de responsabilité de rachat Grantwell assumera-t-il? Bianca s'est figée. Elle a regardé Adrien. Autrefois, je lui aurais envoyé une note. Maintenant, j'organisais calmement mes propres papiers. Les yeux d'Adrien se sont tournés vers elle. Bianca? Répondez. Elle a dégluti. M. Grant? Cela nécessite une confirmation juridique supplémentaire.
La partie allemande a échangé des regards. Ce n'est que lorsque leur représentant s'est tourné vers moi que j'ai pris la parole. Du point de vue linguistique et du risque, ai-je dit en allemand. La formulation actuelle crée une ambiguïté dans les limites de responsabilité. Si Grantwell accepte la clause supplémentaire, les changements de politique devraient être séparés en ajustements généraux de politique. Changements réglementaires obligatoires et force majeure. Chaque catégorie devrait déclencher un ratio de rachat différent. Sinon, le risque de litige sera significatif. Puis je suis passé au chinois pour l'équipe juridique de Grantwell. Si Grantwell veut éviter une responsabilité passive, la définition du changement de politique devrait être restreinte et un mécanisme de confirmation d'audit par un tiers devrait être ajouté. Silence. Puis le conseil juridique de Grantwell s'est mis à prendre des notes rapidement. L'avocat allemand a hoché la tête. Exactement. C'est bien le point. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai maîtrisé le rythme, allemand, anglais, chinois. Langage juridique, risque commercial, stratégie de négociation. Je naviguais entre eux aisément. Adrien me regardait depuis l'autre côté de la table. L'expression de Bianca s'aggravait à chaque minute. À la fin, la délégation allemande a confirmé Newbridge comme son partenaire de service linguistique désigné. Pour la phase suivante. Après la réunion, Bianca a forcé un sourire. Evelyne? Je ne savais pas que tu cachais tant de choses chez Grantwell. Pourquoi n'as-tu jamais montré ce côté-là? Je l'ai regardé. Es-tu sûr que je ne l'ai jamais montré? Bianca? Où est-ce que tout ce que j'ai montré est devenu tes compétences? La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de Bianca ont rougi immédiatement. Comment peux-tu dire ça? J'ai travaillé dur aussi. En tant que ta supérieure. J'ai intégré ton contenu. Intégré. J'ai connecté mon ordinateur portable à l'écran et j'ai ouvert un fichier de comparaison. Projet européen d'énergie renouvelable. Brouillon d'analyse original créé par moi. Ta version soumise à supprimer mon nom et changer la couverture. Évaluation de conformité du Rhin. Mon email original a été envoyé à 2h47 du matin. Ton email de transfert à Monsieur Grant à 9h10. J'ai terminé cela cette nuit. Rapport d'anomalie financière de la filiale suisse. Tu me l'as attribué comme traduction auxiliaire. Lors de la réunion de service. Tu as dit que tu avais découvert le risque. Une à une, les preuves sont apparues. Le visage de Bianca s'est vidé de ses couleurs. L'expression d'Adrien est devenue effrayamment froide. M. Grant? Je n'ai pas. Sortez. A-t-il dit. Bianca s'est figée. M. Grant. Elle est partie en larmes. Adrien m'a regardé. Sa voix était rauque. Evelyne? Je suis désolé. J'ai fermé mon ordinateur portable. Monsieur Grant, les excuses ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Les cadres de Grantwell ont baissé les yeux. Si Grantwell a besoin des services de Newbridge, ai-je continué. Veuillez soumettre une demande d'engagement formelle. Si cela est personnel. Je ne pense pas qu'il nous reste quoi que ce soit à discuter. Je suis parti sans me retourner. Derrière moi. Adrien est resté debout pendant un long moment. Chapitre 10, l'effondrement de Bianca Lane. Après Zurich, Bianca a été suspendue en attendant une enquête. Grantwell a rouvert l'historique de ses projets des 2 dernières années. Une fois qu'ils ont commencé à vérifier, ils ont découvert qu'au moins 60% de son travail encensé provenait de ses subordonnés. En particulier de moi. Pas seulement de moi. 2 stagiaires se sont manifestés.
Tout comme un chef de projet dont elle avait récupéré la proposition client. Bianca s'était élevée grâce à sa beauté, son sens du timing et des présentations habiles. Les personnes accomplissant le travail réel avaient été écrasées sous ses talons. Maintenant, le mur se fissurait. Les personnes qu'elle avait supprimées, utilisées ou réduites au silence ont commencé à parler. Le scandale interne a explosé. Patricia Grant en a entendu parler elle aussi. Son premier réflexe n'a pas été d'admettre que Bianca avait mal agi. Cela a été d'appeler Adrien et de me blâmer. Adrien. Ne laisse pas Evelyne te manipuler. Bianca est loyale depuis des années. Cette femme divorcée est à l'étranger maintenant et travaille avec des Allemands. Qui sait ce qu'elle avait prévu depuis le début? Adrien m'a raconté cet appel plus tard. Il a dit que pour la première fois, les mots de sa mère lui ont semblé durs. Non pas parce que Patricia n'avait jamais parlé de cette façon auparavant, mais parce qu'il l'entendait enfin. Il lui a demandé, « Maman, sais-tu pourquoi Evelyne a manqué le dîner pour le 3e anniversaire de la mort de son père ?» Patricia a répondu, « Parce qu'elle n'avait pas de manière. Elle est allée au cimetière. Elle me l'avait dit à l'avance. J'ai oublié. Je ne suis pas allé avec elle. Je l'ai laissée seule sous la pluie toute la journée. » Patricia n'a rien dit. Puis il a demandé, « Te souviens-tu du tableau qu'elle t'a offert pour ton anniversaire ?» La voix de Patricia est devenue hésitante. Pourquoi parler de ça? Elle l'a acheté avec 1 an de salaire. Elle savait que tu aimais cet artiste et a passé 3 mois à suivre la vente aux enchères. Tu l'as donné à un serviteur et tu as dit qu'elle n'avait aucune sincérité. La ligne est devenue silencieuse. Adrien a dit, « Maman. Nous lui avons tous fait du tort. » Après un long moment, Patricia a chuchoté, « Elle s'est mariée pour l'argent. » Adrien a fermé les yeux. Quand elle a divorcé, elle n'a rien pris. Cette phrase a brisé le dernier des préjugés de Patricia. Elle avait toujours cru que je voulais la richesse de la famille Grant. Mais alors que j'aurais pu prendre le Pantouse et 5 millions, je m'en étais allé les mains vides. Non pas parce que je n'avais pas besoin d'argent, mais parce que je ne voulais plus aucun lien avec eux. Chapitre 11, l'homme qui est venu trop tard. Un demi-mois plus tard, Newbridge signait son 3e client international. Le professeur Su a organisé une petite fête dans un restaurant au bord du lac de Zurich. Il n'y avait pas d'appareil photo clignotant, pas de discours extravagants. Pas de démonstration de succès. Seulement quelques interprètes expérimentés, 2 jeunes associés, le professeur Su et moi. Lorsqu'il a levé son verre, ses yeux étaient humides. Si Daniel pouvait voir ça, il serait fier. J'ai serré mon verre. Dehors, le lac capturait la lumière du soir en morceaux d'argent. J'ai repensé aux dernières paroles de mon père, « Ne te perds pas. Papa. » Je ne me suis pas perdu. Après le dîner, j'ai marché seul au bord du lac. Mon téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu. J'ai répondu sans parler. Après quelques secondes, la voix d'Adrien est venue, basse et rauque, « Evelyne, c'est moi. » Je m'arrêtai de marcher et resserrai mon manteau contre le vent. « Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur Grant ?» Ce titre l'a gardé silencieux pendant un moment. Je suis à Zurich. Je n'étais pas surprise. Pour Adrien, attendre un demi-mois comptait déjà comme de la retenue. Et je veux te voir. Non. Si c'est à propos d'un projet, veuillez contacter l'email professionnel de Newbridge. Si c'est personnel, nous n'avons plus rien à clarifier. Sa voix s'est faite plus rude. Ce n'est pas clair. Pas pour moi. J'ai froncé les sourcils. Il a continué.
Je me suis renseigné sur beaucoup de choses. Bianca qui s'attribuait le mérite. Ta visite. D'urgence à l'hôpital. Les images du cimetière le jour de la commémoration de ton père. Ce que ma mère t'a dit. Chaque projet que tu as fait chez Grantwell. Sa voix s'est brisée. Je comprends seulement maintenant tout ce que j'ai manqué. J'ai regardé l'eau qui s'assombrissait et me suis senti étrangement calme. Adrien, tu ne m'as pas manqué. Tu n'as jamais essayé de me voir. Il a cessé de respirer pendant une seconde. J'ai poursuivi, j'étais à tes côtés pendant 2 ans. Pas 2 jours. J'ai travaillé dans ton entreprise. Pas secrètement dans un autre monde. Je t'ai appelé quand j'étais malade. Je t'ai parlé de la commémoration de mon père. Tu as vu les publications de Bianca tout comme je les ai vues. Tu étais présent à la table du dîner quand ta mère m'a humilié. Tu savais. Tu pensais juste que rien de tout. Cela n'avait d'importance. Le vent venait du lac. Froid et pur. Tu pensais que je l'endurerais. Tu pensais que je n'avais pas le droit de m'en soucier. Tu pensais que lorsque le terme prendrait fin, l'argent et un pantouse nous rendraient quittes. Il n'a rien dit. Tu n'es pas désolé parce que tu m'aimes soudainement, ai-je dit. Tu es désolé parce que tu as découvert que je n'étais pas la personne que tu imaginais. Pas une femme qui s'est vendue pour de l'argent. Pas une épouse inutile sur le papier. Pas une employée des finances dont la vie et la mort ne te concernaient pas. Il y a eu un faible bruit à l'autre bout du fil. Comme un homme inspirant après avoir été poignardé. Après un long moment. Il a chuchoté, « Je suis désolé. Je vous ai entendu. » Sa voix tremblait légèrement, « Alors peux-tu ? » Non, les jeux interrompus. Adrien. J'ai entendu les excuses. Je ne les accepte pas. Je n'en ai pas besoin. Nous sommes divorcés. À partir du moment où j'ai franchi la porte du tribunal. Vous êtes devenu seulement un client potentiel de Newbridge. Ne réutilisez plus de numéros privés. Pour me contacter. J'ai raccroché. Le vent du lac a effleuré mon visage. Je n'avais pas froid. J'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai continué à marcher. Le passé restait derrière moi. Devant se trouvait Newbridge, la liberté, et l'avenir que je construirais de mes propres mains. Chapitre 12, Retour à Harbor City. 3 mois plus tard, Newbridge revenait officiellement sur le marché intérieur. Notre première apparition majeure s'est faite au Forum d'affaires international de Harbor City. J'ai été invité à prendre la parole en tant que fondatrice. La salle était remplie de représentants de sociétés multinationales, de cabinets d'avocats, de groupes d'investissement et d'agences de conseil. Le groupe Grantwell était sur la liste des invités. Lorsque je suis monté sur scène, j'ai vu Adrien au premier rang. Il avait perdu du poids. Son costume noir restait impeccable, mais l'ancienne certitude dans ses yeux avait disparu. Il me regardait comme s'il portait 1000 mots non dits. J'ai regardé une fois et j'ai continué. Mon discours s'intitulait « Les services linguistiques ne sont pas seulement de la traduction ». J'ai parlé de mon père. J'ai parlé du fait de le regarder dans les cabines d'interprétation utilisant la langue pour connecter des personnes qui ne se seraient pas rencontrées autrement. J'ai parlé de l'effondrement de Limbridge, du redémarrage de Newbridge et du rôle des services linguistiques professionnels dans les fusions transfrontalières. La conformité juridique, la diligence raisonnable financière et la négociation internationale. À la fin, j'ai dit: beaucoup de gens croient que traduire signifie changer une langue en une autre. Mais la vraie traduction signifie comprendre les règles, les cultures, les risques et les personnes. Un pont n'est pas construit pour qu'un côté puisse conquérir l'autre. Un pont est construit pour que ni l'un ni l'autre côté n'ait à tomber dans l'abîme. Les applaudissements ont rempli la salle. Pendant un instant,
j'ai eu l'impression que mon père était quelque part parmi les lumières. Lors de la réception qui a suivi, Adrien s'est approché pendant que je tenais une coupe de champagne. Il s'est arrêté à une distance polie. Mademoiselle Lynn. M. Grant. Il a eu un petit sourire amer. Vous ne me dites même plus mon prénom maintenant. C'est un cadre professionnel. Une appellation formelle est appropriée. Il est resté silencieux. Puis m'a tendu un dossier. Grantwell a un nouveau projet de coopération transfrontalière. J'espère que Newbridge le prendra. Je n'ai pas immédiatement accepté. Grantwell a de nombreux prestataires. J'ai confiance en vous. J'ai souri. Non pas parce que j'étais touché, mais parce que l'ironie peut être élégante. Adrien, tu as enfin appris à me faire confiance. Son visage a pâli. J'ai pris le dossier. Mon équipe évaluera le projet. S'il convient, Newbridge fournira un devis formel. Il a hoché la tête. Très bien. Il semblait vouloir en dire plus, mais quelqu'un a appelé depuis l'autre côté de la pièce. Mademoiselle Lynn, la délégation allemande aimerait discuter de la prochaine phase. J'ai fait un signe de tête à Adrien. Excusez-moi. Cette fois. Il ne m'a pas suivi. Plus tard. Bianca a été licenciée de Grantwell et poursuivie en justice pour avoir falsifié des contributions à des projets et divulgué des documents internes. Patricia a tenté de m'envoyer une lettre d'excuse par un intermédiaire. Je l'ai refusé. Le vieux monsieur Grant a appelé une fois. Sa voix était fatiguée et remplie de culpabilité. Evelyn, la famille Grant t'a fait du tort. Mes yeux me brûlaient, mais j'ai souri. Grand-père, vous ne m'avez jamais fait de tort. S'il vous plaît, prenez soin de vous. C'était mon dernier lien privé avec la famille Grant. Quant à Adrien, il est devenu plus tard un client de Newbridge, un grand client, un client stable. Un client très poli. À chaque réunion de projet, il s'asseyait en face de moi et écoutait attentivement. Il n'interrompait plus. Ne sous-estimait plus et ne me traitait plus comme un accessoire dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais qu'importe. Le respect tardif reste tardif. Je n'en avais plus besoin. Une fois. Après une réunion. Il m'a appelé à la porte, Evelyn. Je me suis retourné. Ses yeux étaient profonds. Si je t'avais vu plus tôt, les choses auraient-elles été différentes? J'y ai réfléchi. Puis j'ai secoué la tête. Non. La lumière dans ses yeux s'est éteinte. J'ai dit. Le vrai problème n'était pas que tu m'aies vu trop tard. C'était que je n'aurais jamais dû attendre d'être vu. Puis je suis parti. Chapitre 13, mon propre pont. La lumière du soleil tombait sur le sol en marbre poli tandis que je m'éloignais. Chaque pas était net et assuré. Pendant 2 ans, je m'étais piégé dans le monde d'Adrien Grant. J'avais attendu qu'il se retourne. J'avais attendu qu'il s'explique. J'avais attendu le jour où il comprendrait enfin que la femme silencieuse à ses côtés n'était pas vide. Plus tard. J'ai appris que la chose la plus dangereuse qu'une femme puisse faire est de placer sa vie à l'intérieur du réveil retardé d'une autre personne. J'ai arrêté d'attendre. C'est pourquoi j'ai gagné. Newbridge a grandi plus vite que je ne l'espérais. Non pas par vengeance, non pas à cause d'Adrien. Et non pas parce que le monde était soudainement devenu juste. Elle a grandi parce que, pour la première fois, tout le travail que je faisais portait mon nom. Les clients ont appris que nous ne fournissions pas seulement des mots. Nous fournissions du contexte,
une conscience des risques, un soutien aux négociations. Une lecture culturelle et de la responsabilité. Nous avons construit des équipes où les traducteurs étaient crédités, les analystes nommés. Et où aucune assistante ne pouvait effacer la signature d'un travailleur sur l'œuvre qu'il avait créée. Chaque fois qu'une jeune interprète semblait nerveuse avant une réunion, je me souvenais de moi à 16 ans, observant mon père à travers la vitre. Je leur disais: la précision et du courage. La préparation et de la dignité. Votre nom appartient à votre travail. Parfois, je pensais aux Pantouses, non pas avec nostalgie, mais avec le calme étrange que l'on ressent après s'être réveillé d'une fièvre. La vue avait été belle. Les pièces avaient été coûteuses. Le silence m'avait presque englouti. Je pensais aux pantoufles grises dans l'entrée, aux robes de créateur avec les étiquettes encore attachées, à la montre rendue à son propriétaire, à l'alliance jamais portée. Tous ces objets avaient autrefois formé le décor d'une vie qui semblait enviable de l'extérieur. Mais une pièce dorée reste une pièce si la porte est verrouillée de l'intérieur. J'ai ouvert la mienne. Adrien est resté dans mon monde en tant que client pendant plusieurs années. Il était professionnel, exigeant et d'un respect infaillible. Il n'a plus jamais mentionné le passé lors des réunions. Une fois, lors d'une négociation difficile, il m'a regardé résoudre un litige juridique à 3 parties en allemand, anglais et chinois. Et après la réunion, il a simplement dit « Merci, mademoiselle Lin ». Je l'ai accepté comme j'accepterais le paiement d'une facture. Proprement. Sans émotion. Le jour où Newbridge a ouvert son bureau à Harbor City, le professeur Su se tenait à mes côtés pendant que nous dévoilions la plaque. Newbridge Language Service. Sous le nom anglais se trouvaient les caractères chinois que mon père avait tant aimés, pont. Nouvelle voix, lumière. Je portais le vieux stylo plume de mon père dans ma poche. Les perles de ma mère étaient à mes oreilles. Ma propre signature était sur le bail, les contrats, la paie et les accords clients. Pas de nom emprunté, pas de mariage caché, pas de travail silencieux. Après l'inauguration, j'ai marché seul sur la passerelle piétonne près du bureau. La rivière de la ville s'écoulait en contrebas, reflétant les tours, les nuages et le soleil de l'après-midi. Pendant un long moment, je suis resté là à écouter le trafic, le vent et les voix qui se croisaient dans différentes langues. Un pont ne supplie personne de le traverser. Il se tient simplement debout. J'avais autrefois pensé que l'amour signifiait être choisi. Maintenant, je le savais mieux. La première personne qui doit me choisir, c'est moi. Le reste de ma vie est long. Et enfin, je marche sur mon propre pont. Épilogue, ce que j'ai gardé. Il y a des choses que les gens supposent qu'une femme garde après un divorce. Des bijoux, des photographies, des cadeaux coûteux, les derniers messages. La preuve que quelqu'un lui a appartenu un jour. Je n'ai rien gardé de tout cela. Ce que j'ai gardé, ce sont des cahiers. J'ai gardé le cahier de mon premier mois chez Grantwell, où j'avais noté la structure de l'équipe financière européenne en petites lettres soigneuses. J'ai gardé le dossier de termes réglementaires allemands que j'avais constitué pendant que tout le monde dormait. J'ai gardé la mémoire de traduction que mon père avait commencé 20 ans plus tôt. Avec ses commentaires toujours cachés dans les marges, cette phrase semble simple. Mais l'intention importe. Traduis toujours l'intention. Pendant longtemps, cette phrase m'a hanté. J'avais traduit Adrien trop généreusement. J'avais traduit la négligence par de la pression, le silence par de la retenue, l'indifférence par de la personnalité, et l'humiliation par le coût inévitable d'un contrat que j'avais signé les yeux ouverts. J'avais traduit le mépris de Patricia par de la tradition, le vol de Bianca par de l'ambition, et mon propre épuisement par un remboursement. Ce n'est qu'après mon départ que j'ai corrigé le glossaire. La négligence était de la négligence. Le silence était une permission. L'indifférence était une réponse, et partir n'était pas une trahison.
C'était la première phrase honnête que j'avais prononcée depuis des années. Le premier bureau de Newbridge n'était pas grand. Les murs sentaient légèrement la peinture fraîche. Et les chaises sont arrivées avec 2 jours de retard. La machine à café faisait un café terrible et Internet a coupé pendant notre première présentation. Client. Pourtant, chaque matin en déverrouillant la porte. Je me sentais plus riche que je ne l'avais jamais été dans le Penthouse d'Adrien. Parce que chaque chose là-bas avait une raison d'être. La table de conférence avait été choisie pour que l'équipe puisse s'asseoir autour d'elle sur un pied d'égalité. Le tableau de projet était transparent parce que personne ne serait autorisé à voler du mérite dans l'ombre. La petite étagère près de la fenêtre contenait des dictionnaires, non pas en guise de décoration, mais comme un rappel que la langue est une profession bâtie sur l'humilité. Personne ne sait tout. Tout le monde doit continuer d'apprendre. Le jour de la première paie. Je suis resté tard après le départ de tout le monde et j'ai vérifié chaque virement 2 fois. Salaire, honoraires des prestataires, primes, retenue fiscale. C'était un travail ordinaire, mais mes mains tremblaient lorsque la confirmation finale est apparue. J'ai pensé au personnel non rémunéré devant l'entreprise faillite de mon père. À leur visage en colère et à leurs yeux fatigués. J'ai pensé à la façon dont une entreprise brisée peut blesser tous ceux qui lui ont fait confiance. Puis j'ai chuchoté dans le bureau vide, plus jamais. C'est devenu ma promesse privée. Newbridge ne serait pas construite sur des personnes invisibles. Des mois plus tard, une jeune analyste nommée Clara est venue dans mon bureau les yeux rouges. Son responsable avait présenté ses recherches sans la nommer. Elle tentait de dire que cela n'avait pas d'importance, qu'elle était nouvelle. Qu'elle ne voulait pas de problème. J'ai écouté. Puis j'ai ouvert le fichier du projet. Vérifié l'historique des versions et appelé toute l'équipe dans la salle de réunion. Le travail a une source, leur ai-je dit. Une entreprise qui ne peut pas nommer la personne qui crée de la valeur ne mérite pas cette valeur. Clara a pleuré après la réunion, non pas parce qu'elle était faible, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un disait publiquement que son travail lui appartenait. Je connaissais ce sentiment. À l'anniversaire de la mort de mon père, je suis retourné sur sa tombe avec des fleurs blanches. Il n'a pas plu cette année-là. Le ciel était bleu pâle et la pierre était chaude sous le bout de mes doigts. Papa, ai-je dit. Je l'ai construit. Pas exactement ce que tu avais construit. Quelque chose de nouveau. Mais le pont est debout. Pour la première fois, je ne me suis pas excusé auprès de lui. Pour la première fois, je ne me suis pas senti comme une fille revenant de la défaite. Je me suis senti comme une femme rentrant chez elle après un long voyage. Certaines personnes demandent si je hais Adrien. Non. La haine est une autre forme d'attente. Elle garde une chaise libre pour quelqu'un qui ne mérite plus sa place à votre table. Je me souviens de lui clairement, mais je ne le porte pas en moi. Je me souviens de la froideur, des mots négligents, de la nuit sur le sol de l'hôpital. De la lumière du soleil sur le tribunal, de l'objet de l'email qui a changé ma vie. La mémoire n'est pas une chaîne, à moins que vous ne l'enrouliez autour de vous. J'utilise la mienne comme un matériau, comme la langue, comme le chagrin. Comme le silence enfin transformé en parole. S'il y a une chose que je dirais à la femme que j'étais il y a 2 ans, ce serait ceci. N'attends pas d'être découverte. Ne transforme pas ta valeur en une enveloppe scellée en espérant que quelqu'un l'ouvre doucement. Écris ton nom sur ton travail. Ouvre la porte. Sors avant que la pièce ne t'apprenne à confondre la survie avec un foyer. Le pont devant toi sera peut-être froid. Il sera peut-être étroit. Il tremblera peut-être sous tes pieds. Marche quand même. De l'autre côté. Tu découvriras peut-être que la personne que tu attendais est là depuis le début, toi-même. Épilogue 2, le travail qui restait. La première année de Newbridge n'a pas été un montage de triomphe éclatant. La vraie liberté est rarement cinématographique. C'est généralement de la paperasse, du loyer, de la paix, des clients qui changent d'avis.
Des contrats qui arrivent en retard et des nuits où vous fixez le plafond en vous demandant si le courage et la stupidité ne sont séparés que par le paiement de la prochaine facture. Il y avait des matins où je me réveillais avant l'aube et tendais la main vers mon téléphone en m'attendant à un ordre de Grantwell, une phrase froide d'Adrien ou une insulte polie de Patricia. L'habitude est un fantôme. Elle continue de frapper à la porte longtemps après que la maison est vide. Au début, je mesurais mes journées à ce qui ne se produisait plus. Personne ne demandait pourquoi j'étais absente du dîner. Personne ne donnait mon travail à une autre femme en appelant cela du leadership. Personne n'utilisait le mot « épouse » comme un rôle que je devais jouer tout en me refusant la dignité d'être connu. Puis, lentement, j'ai commencé à mesurer mes journées à ce qui se produisait. Un client écrivait pour dire que notre note de risque lui avait évité de signer une clause d'arbitrage désastreuse. Une jeune interprète terminait sa première mission au niveau du conseil d'administration et sortait en tremblant de soulagement. Le professeur s'endormait dans son bureau avec un projet de contrat ouvert devant lui et je le couvrais d'un manteau comme mon père me couvrait quand j'étudiais trop tard. Ces moments étaient petits. Mais ils étaient à moi. La partie la plus difficile pour recommencer n'était pas les affaires. C'était d'apprendre à ne pas s'excuser de prendre de la place. Chez Grantwell, j'avais été façonnée par la vie pour être silencieuse. Silencieuse à la table du dîner, silencieuse au bureau, silencieuse sur le lit d'hôpital. Silencieuse quand quelqu'un d'autre portait le mérite de mon travail comme un costume sur mesure. Je pensais autrefois que le silence était une force. Parfois, ça l'est, mais parfois, c'est simplement de la peur portant un visage discipliné. Chez Newbridge, j'ai dû pratiquer une forme différente de force. J'ai dû dire non aux clients qui voulaient 20 pages d'analyse juridique spécialisée du jour au lendemain tout en payant pour une traduction de base. J'ai dû dire aux investisseurs que nous ne grandirions pas en sous-payant les jeunes traducteurs. J'ai dû regarder un associé senior dans les yeux lorsqu'il disait « Vos honoraires sont élevés pour un prestataire linguistique » et répondre « Alors veuillez engager un prestataire. Nous sommes un fournisseur de services stratégiques. » La première fois que j'ai dit cela, mes paumes transpiraient sous la table. À la 10e fois, je le pensais sans trembler. Les nouvelles de mon passé avec Adrien ont fini par circuler dans le milieu des affaires. C'est toujours le cas. Les gens aiment rattacher la carrière d'une femme au regret d'un homme. Cela fait ressembler son succès à du commérage plutôt qu'à du travail. Lors d'une réception, une femme que je connaissais à peine s'est penchée vers moi et a dit « Est-il vrai que vous avez été marié à Adrien Grant ? Il semble très repentant maintenant. » Les hommes comme lui s'excusent rarement. J'ai regardé son verre de champagne, puis son visage. Le remords est son histoire, ai-je dit. Newbridge est la mienne. Elle n'a pas su quoi répondre. C'est devenu la phrase que je me répétais chaque fois que le passé tentait d'entrer dans la pièce. Le remords est son histoire. Newbridge est la mienne. Adrien a changé. Je peux l'admettre maintenant sans amertume. Il est devenu plus silencieux lors des réunions, plus attentif à l'attribution du mérite. Moins tolérant envers les responsables qui volaient leurs équipes. Peut-être que me perdre lui a appris quelque chose. Peut-être que perdre le contrôle lui en a appris encore plus. Mais changer après les dégâts n'efface pas les dégâts. Un champ brûlé peut faire repousser du grain. Mais la saison qui y est morte est bel et bien morte. 1 an après le divorce. Nous nous sommes retrouvés à Genève pour une négociation à 3 entreprises. Il pleuvait. Après la réunion, il se tenait sous l'auvent de l'hôtel, regardant les voitures noires alignées le long du trottoir. « Evelyne, a-t-il dit, penses-tu parfois à ce qui se serait passé si nous nous étions rencontrés différemment ?» Je connaissais la réponse qu'il voulait, une vie plus douce, une seconde chance dans l'imagination. Une version de nous non marquée par les contrats. Les couloirs d'hôpital et tous les mots qu'il n'avait pas dit. J'ai regardé la pluie et j'ai secoué la tête. Non. Il s'est tourné vers moi. Pourquoi pas?
Parce que cette question me rend encore responsable de sauver une version de toi qui n'a jamais existé. Il est resté très immobile. J'ai ajouté, non sans gentillesse, l'homme que tu aurais pu être n'est pas ma dette. Un long moment s'est écoulé avant qu'il ne dise, je comprends. Peut-être le comprenait-il. Peut-être pas. Cela n'avait plus d'importance. Ce soir-là, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel. J'ai retiré mes boucles d'oreilles et j'ai posé le stylo plume de mon père sur le bureau. J'ai révisé l'ordre du jour du lendemain, répondu à 3 emails de l'équipe et dormi profondément. Il y a une paix dans une vie qui n'exige plus de vous que vous traduisiez la négligence en romance. Il y a une paix à prendre son petit déjeuner sans vérifier si quelqu'un d'autre s'est souvenu d'eux. Votre chagrin. Il y a une paix à signer ses propres contrats. À payer son propre personnel et à regarder de plus jeunes femmes apprendre plus vite que vous que la brillance ne doit pas être cachée pour mettre des personnes médiocres à l'aise. Lors du 2e anniversaire de Newbridge, nous avons organisé un forum pour les jeunes traducteurs et professionnels du droit transfrontalier. Je suis monté sur scène à Harbor City à nouveau, regardant une salle remplie d'étudiants, d'analystes, d'interprètes, de juristes et de jeunes associés. Certains étaient nerveux, certains étaient ambitieux. Certains avaient ce même regard affamé et effrayé que je portais autrefois dans le service financier de Grantwell. Je leur ai dit la leçon préférée de mon père, la langue n'est pas la servante du pouvoir. La langue est un témoin. Elle enregistre ce qui était voulu. Ce qui a été promis. Ce qui a été caché et ce qui était dû. Si vous travaillez avec la langue, ne vous sous-estimez pas. Vous ne déplacez pas des mots d'une page à une autre. Vous gardez le sens. Après le discours, une étudiante m'a demandé, Mademoiselle Lynn, comment savez-vous quand quitter un endroit qui a encore besoin de vous? J'ai pensé au projet allemand de Grantwell. J'ai pensé à l'email d'Adrien, j'ai besoin de toi. J'ai pensé à la femme sur le sol de l'hôpital qui confondait autrefois le fait d'être nécessaire avec le fait d'être valorisé. Puis j'ai répondu. Demandez-vous s'ils ont besoin de vous en tant que personne ou s'ils vous utilisent comme un outil. Un endroit qui ne découvre votre valeur que lorsque vous cessez de le servir n'est pas un foyer. Elle a noté cela. J'espère qu'elle s'en souviendra. Des années plus tard, les gens résumeraient parfois ma vie de manière trop simple. Ils diraient que j'ai divorcé d'un PDG et bâti une entreprise. Ils diraient que mon ex-mari a regretté de m'avoir perdu. Ils diraient que je me suis relevé d'un mariage raté et que je suis devenue florissante. Tout cela est vrai, mais incomplet. La vraie histoire est plus petite et plus dure. Une femme a signé un contrat pour sauver son père. Une épouse a appris que la gratitude n'est pas l'amour. Une employée a documenté son travail quand personne d'autre ne nommait son nom. Une fille a porté le rêve d'un homme mort de l'autre côté d'un océan et l'a planté dans une nouvelle terre. Une professionnelle a cessé d'attendre la permission d'être visible. C'est l'histoire que je garde. Pas les larmes d'Adrien, pas la chute de Bianca, pas le regret de Patricia. Ce sont là des conséquences, non des destinations. Ma destination a toujours été le pont. Et chaque matin, lorsque j'entre dans le bureau de Newbridge et que j'entends le cliquetis des claviers, les appels téléphoniques, les pages qui tournent et les langues qui se croisent dans l'air, je sais que je suis arrivé. Non pas à la fin. Au commencement qui aurait dû être le mien depuis le début. Note finale, le nom sur la porte. La première fois que mon nom a été imprimé sur la porte en verre de notre bureau de Harbor City. Je suis resté dans le couloir pendant plusieurs minutes avant d'entrer. Evelyn Lynn. Fondatrice. Les lettres étaient simples, noir mat, rien de dramatique. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de les regarder. Pendant des années, mon nom n'était apparu que dans des endroits qui me rendaient plus petite. Un certificat de mariage que personne n'a annoncé.
Un badge d'employé que personne ne reliait à la femme de l'étage supérieur. Un projet de fichier dont Bianca effaçait la ligne de l'auteur avant d'envoyer le document vers le haut. Maintenant, le nom était sur la porte. Pas le nom de famille d'Adrien. Pas l'annuaire des employés de Grantwell. Le mien. Une réceptionniste du cabinet voisin est passée et a souri. Belle enseigne. A-t-elle dit. Merci. Ai-je répondu. Après son départ, j'ai touché le verre légèrement. Il était frais sous le bout de mes doigts. J'ai pensé à mon père signant son premier enregistrement d'entreprise avec un stylo emprunté. J'ai pensé à ma mère cirant ses chaussures avant sa première conférence internationale. J'ai pensé à moi-même à 26 ans. Debout dans un tribunal avec un homme qui parlait du mariage comme d'une fusion et du divorce comme d'une clôture de dossier. Aucun de ces moments n'avait disparu. Ils étaient devenus des couches sous mes pieds. Les gens veulent souvent que la guérison signifie l'oubli. Ce n'est pas le cas. Guérir signifie que le souvenir ne vous commande plus. Il devient de l'histoire, pas une instruction. Alors, quand j'ai ouvert cette porte et fait un pas dans mon bureau, je ne me suis pas éloigné du passé. Je suis passé par-dessus. À l'intérieur, l'équipe travaillait déjà. Quelqu'un débattait d'une clause en allemand. Quelqu'un vérifiait un terme financier en anglais. Quelqu'un riait près de l'imprimante parce que la machine avait encore bourré. Des sons normaux, des sons vivants. J'ai posé mon sac. Ouvert l'emploi du temps de la journée et commencé. Ce matin-là, je ne me suis pas demandé si Adrien comprendre un jour. Je ne me suis pas demandé si Patricia regrettait ses paroles ou si Bianca s'était reconstruite. Quelque part. Leurs histoires s'étaient déplacées en dehors de ma fenêtre. La mienne était à l'intérieur de cette pièce. Dans le travail sur la table et les personnes qui attendaient une direction. J'ai respiré une fois, de manière régulière et profonde. Et j'ai enfin compris que la liberté n'était pas une porte que quelqu'un ouvrait pour moi. La liberté était la main que je posais sur la poignée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Les voyages intenses de ces personnages continueront de se dévoiler. Si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », d'enregistrer la vidéo et de vous abonner pour plus d'aventures.